Le 7 décembre 2025, un C-130 de l'armée de l'air nigériane est intercepté à Bobo-Dioulasso et 11 soldats sont immédiatement détenus. Quelques heures plus tôt, Paris et Abuja affichaient une coopération renforcée, tandis qu'un appareil de transport lourd franchissait sans plan de vol un espace aérien devenu le cœur sécuritaire de l'Alliance AES. Pourquoi cet incident technique vous concerne-t-il alors que Ibrahim Traoré le lit comme un test délibéré de ses défenses et du nouvel ordre sahélien? Parce que si ce vol était réellement une sonde, il ouvre une séquence capable de secouer les marchés de l'énergie va la stabilité du dollar. Ce qui s'est joué à Bobo-Dioulasso dépasse de loin l'image d'un avion militaire en dérive et révèle une mécanique régionale que beaucoup préfèrent ignorer. Dans un contexte où chaque mouvement aérien, chaque silence diplomatique et chaque minute de réaction militaire redessine les lignes rouges, comprendre cette affaire devient un avantage stratégique essentiel. L'intérêt ici tient en 10 mots, saisir comment une intrusion aérienne change l'équilibre régional, car cet épisode n'est pas une anomalie isolée, mais l'élément déclencheur d'une séquence où sécurité, souveraineté et alliances extérieures s'entrechoquent. Les données évoquées dans l'enquête de l'AES, l'absence de plan de vol, la réaction disciplinée des forces burkinabées et la synchronisation avec un échange Paris-Abuja forment un ensemble cohérent qui exige d'être déplié méthodiquement. À travers cette analyse, il devient possible d'identifier les motivations, de situer les leviers de pression et d'évaluer les risques pour la région, notamment si d'autres acteurs décident de tester eux aussi la solidité du dispositif sahélien. La question est simple, jusqu'où cette logique peut-elle progresser? Deux éléments, pourtant visibles dès le premier examen, renversent la lecture officielle. L'interception n'a pas duré plus de quelques minutes et les 11 soldats nigérians ont été isolés immédiatement, signe d'une préparation qui ne correspond jamais à une erreur de navigation. Plus encore, la réaction coordonnée des unités burkinabées forme elle aussi un indice chiffré. Un délai d'intervention si court n'existe que lorsqu'un dispositif est en posture d'alerte renforcée. C'est ici que l'angle se déplace. Les faits du 7 décembre 2025 ne s'inscrivent pas dans une routine aéronautique mais dans une chaîne causale resserrée que l'AES suit depuis plusieurs mois. La présence d'un C-130, un appareil conçu pour des missions lourdes et jamais utilisé en contexte anodin, combiné à l'absence de plan de vol, d'autorisation diplomatique et de signal d'urgence, compose un ensemble cohérent que même les autorités de Ouagadougou n'ont pas jugé compatible avec un simple incident. Ibrahim Traoré, justement, inscrit cet épisode dans une dynamique régionale où chaque violation d'espace aérien devient un message, voire un test adressé à l'architecture de défense sahélienne. En descendant au niveau du terrain, la scène de Bobo-Dioulasso révèle une logique encore plus nette. Le survol à basse altitude, la manœuvre d'approche et l'atterrissage rapide dans une ville stratégique, carrefour logistique et point d'observation privilégié ne doivent rien au hasard. La rapidité avec laquelle les véhicules blindés burkinabés encerclent l'appareil témoigne d'une autre réalité. L'AES attendait un déclencheur, une anomalie capable de valider ses hypothèses sur les intentions extérieures. Dans ce contexte, les heures précédant le vol prennent une importance décisive. Un échange public entre Paris et Abuja évoquait une coopération sécuritaire accrue, alors même que la région entrait dans une phase de tension critique. En reliant ces signaux diplomatiques, opérationnels, temporel, la grille de lecture change complètement. L'interception n'est plus un geste défensif ponctuel, mais le premier maillon d'une séquence où chaque acteur tente d'évaluer la marge de manœuvre de l'autre avant une possible escalade. Pour saisir la portée réelle de l'interception du C-130, il faut confier la progression du récit à des témoins situés au plus près du terrain, ceux dont le quotidien bascule à la moindre vibration de moteur militaire. Le premier est Moussa, mécanicien de 45 ans, installé depuis toujours à Bobo-Dioulasso. Son rôle n'est pas d'expliquer la stratégie, mais d'incarner la bascule sensorielle. Un dimanche calme, un ciel saturé par la poussière Harmattan, puis un grondement profond,
4 turbopropulseurs qui écrasent l'air et annoncent qu'un appareil pensé pour la guerre vient de pénétrer au-dessus d'une ville commerçante. En quelques secondes, les gestes ordinaires disparaissent, remplacés par la certitude qu'un événement grave est en cours. Le second témoin se trouve du côté des forces burkinabées déployées autour de l'aéroport. Leur intervention, brève et structurée, montre une préparation rarement associée à un incident improvisé. L'encerclement de l'appareil, la maîtrise du tarmac et la neutralisation des 11 soldats descendus de la soute sont autant d'indices d'un dispositif qui attendait une épreuve de réalité. Du point de vue opérationnel, l'impact est immédiat. Un appareil étranger devient une preuve matérielle, un objet capturé qui cristallise soupçons, calculs et inquiétudes diplomatiques. Pris ensemble, ces deux regards révèlent la même chose. L'incident n'est pas une anomalie isolée, mais un signal précoce. Un signal perceptible aussi bien dans les réactions instinctives de civils que dans les procédures rigoureuses d'unités militaires. Et ce premier croisement de perspectives pose une question nette à faible nombre de mots. Si la réaction locale est si affûtée, qu'annonce-t-elle pour la suite ? Le déclencheur est brutal, un C-130 surgit au-dessus de Bobo Dioulasso, moteur bas, trajectoire lourde, silence, radio totale, les capteurs AES s'activent, les équipes burkinabais se déploient, les blindés convergent. L'appareil est forcé au sol, les 11 soldats sont extraits, désarmés, isolés. Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports et bascule immédiatement l'architecture de défense en posture de vigilance maximale. Les signaux initiaux composent une suite cohérente, intrusion, absence de plan de vol, réponse accélérée. Rien n'indique l'accident. Tout pointe vers un test. Le point culminant se forme quelques heures plus tôt dans un échange diplomatique apparemment ordinaire. Paris et Abuja publient une communication évasive. Les mots sont choisis, le ton maîtrisé, mais la promesse de coopération sécuritaire renforcée tranche avec la tension régionale. Lorsque le C-130 décolle, cette phrase résonne comme une piste. Le timing est trop précis, les routes de vol trop inhabituelles. Les enquêtes de Ouagadougou notent aussitôt la coïncidence. Ce que les communiqués appellent soutien ressemble davantage à un feu vert politique. Dès que l'avion touche le tarmac, la scène bascule dans l'opérationnel pur. Les unités burkinabées encerclent la zone, les chaînes d'ordre fonctionnent sans délai. L'appareil est immobilisé comme un bien stratégique. Les soldats sont transportés sous escorte vers une structure sécurisée. Chaque geste, chaque minute, chaque angle est documenté. Les enquêteurs comparent les relevés, ils examinent les fréquences utilisées, aucune n'indique un avion en détresse. Ils demandent le plan de vol, aucun document ne parvient. L'absence d'autorisation diplomatique, elle aussi, forme un vide inexplicable pour un appareil militaire d'un État voisin doté d'une aviation entraînée. C'est alors que la dynamique sort du périmètre technique. Ibrahim Traoré ordonne une clarification publique du cadre d'engagement. Le message émis par l'AES est net. La prochaine violation non autorisée sera considérée comme hostile. La logique passe de surveiller et signaler à identifier et neutraliser. Dans la région, cette phrase a le poids d'un ultimatum. L'incident cesse d'être une capture et devient un précédent. Les chancelleries réagissent. Les ambassades réévaluent les risques. Les analystes militaires évoquent une rupture doctrinale. L'AES ne tolère plus les intrusions ambigu. Les réverbérations commencent immédiatement. Abuja, sous pression, s'enlise dans ses explications. Les arguments techniques se délitent. Les données radars les contredisent. Les délais administratifs s'allongent. Le flou alimente les soupçons. Au même moment, Paris intensifie ses échanges, conscient que l'incident peut dévoiler la mécanique de ses partenariats extérieurs. Des observateurs régionaux notent une simultanéité troublante. Au sud, le Nigeria intervient au Bénin, invoquant une menace interne. Deux théâtres, un même acteur, une même journée. Dans les états-majors sahéliens, la lecture devient claire. Deux opérations parallèles, liées par un axe diplomatique commun. Le C-130 capturé sert alors de pivot analytique. Les militaires de l'AES évaluent sa trajectoire, sa charge possible, ses instruments. Ils reconstruisent l'intention probable, sonder la réactivité, tester la grille radar, mesurer les temps de verrouillage. Ce type de mission discret mais révélateur est classique lorsque un État cherche à déterminer la solidité d'un dispositif adverse avant une phase plus franche de confrontation.
Ainsi, la journée du 7 décembre produit une ligne de temps ramassée, un échange Paris-Abuja, un appareil lourd engagé dans une trajectoire incohérente, une interception rapide, un message politique immédiat, puis une propagation régionale des inquiétudes. L'ordre des événements, leur cadence et leur articulation révèlent un enchaînement structuré, pas un hasard, et ce fil narratif, désormais visible, soulève une interrogation centrale. Si ce test était volontaire, quel mouvement était censé venir ensuite? La ligne de base est simple. Un avion militaire ne franchit pas un espace aérien souverain sans plan de vol, sans autorisation diplomatique et sans signal d'urgence. Le delta est tout aussi clair. Le C-130 nigérian du 7 décembre 2025 ne présentait aucun de ces trois éléments requis. Cette absence totale de conformité forme un premier indicateur mesurable que les enquêteurs de l'AES ont considéré comme incompatible avec une hypothèse d'erreur. Trois absences simultanées dessinent rarement un scénario accidentel. Phrase explicative, 12 mots. Deuxième mesure, zéro signal d'urgence enregistré sur les fréquences réservées aux appareils en détresse. Dans un avion de transport lourd équipé de systèmes de communication avancés, ce silence est statistiquement anormal. Le protocole prévoit qu'un équipage déclare un problème même mineur dès qu'il compromet la trajectoire. Ici, les enregistrements montrent une trajectoire maintenue, un vol stable et un atterrissage contrôlé. L'absence de balise d'urgence est donc une donnée qui pèse lourd dans l'évaluation d'intentionnalité. Aucun pilote entraîné n'omet une alerte lorsqu'un appareil est réellement menacé. Phrase explicative, 12 mots. Troisième élément quantifiable, le temps d'intervention burkinabé. Les unités blindées entourent l'appareil en quelques minutes, ce qui correspond à un délai plus court que les protocoles ordinaires de réaction aérienne. Les spécialistes notent que ce type de rapidité nécessite une posture pré-hyper-vigilante rarement mobilisée sans signaux préalables. Or, en croisant les données du jour, échanges diplomatiques, posture régionale, intensification des tensions, on comprend pourquoi ce délai constitue un marqueur, une réaction si rapide implique une anticipation opérationnelle déjà solidement établie. Phrase explicative, 12 mots. Ces trois points, documentation absente, silence radio, délai d'intervention, créent un faisceau de preuves cohérent qui permet à l'AES de qualifier l'événement non comme incident, mais comme probe stratégique. Même dans les analyses prudentes, l'ensemble du spectre technique converge. L'appareil n'était pas en perte de contrôle. Son atterrissage ne montre aucune trace de détresse mécanique. Les 11 soldats débarquent en ordre, sans comportement associé à des scénarios d'urgence. Ce type de comportement contrôlé renforce l'idée que la mission n'était pas improvisée. L'autre dimension mesurable est la synchronisation temporelle. Quelques heures seulement avant le décollage du C-130, Paris publie un message confirmant un échange direct avec Abuja. Sans ajouter de chiffres fictifs, le simple rapprochement chronologique forme une donnée brute, un intervalle extrêmement court entre une promesse de coopération sécuritaire et un vol non autorisé vers la deuxième ville stratégique du Burkina Faso. Les analystes régionaux y voient un indice temporel qui, sans être une preuve définitive, complète les anomalies techniques relevées plus tôt. Dans les raisonnements géopolitiques, un intervalle resserré entre signal politique et action militaire est souvent classé comme corrélation opérationnelle. Enfin, un dernier point s'inscrit dans la logique des preuves, la capacité technique du C-130. L'avion est conçu pour transporter troupes et matériel lourd, pour opérer près de zones sensibles et pour se maintenir en vol même en cas de défaillance partielle. Ces caractéristiques, largement connues, expliquent pourquoi l'hypothèse d'un vol désorienté ne trouve pas appui dans les systèmes embarqués. Ibrahim Traoré, en soulignant publiquement cette incohérence, ancre la lecture AES dans une structure factuelle plutôt que dans un registre strictement politique. Le second argument s'appuie sur la situation interne du Nigeria. Ses forces armées sont mobilisées sur plusieurs fronts et certains analystes avancent que ces chaînes de coordination peuvent parfois produire des incohérences. L'idée ici est simple, un appareil pourrait avoir été réquisitionné dans l'urgence pour une mission logistique, sans que toutes les procédures diplomatiques aient été correctement enclenchées.
La simultanéité avec les événements au Bénin soutiendrait, dans cette perspective, l'image d'un État gérant plusieurs crises simultanées, pas celle d'un acteur orchestrant une stratégie régionale calculée. Cependant, la réponse fondée sur les données du 7 décembre reste déterminante. Les éléments techniques terrain collectés par l'AES, eux, ne valident ni la détresse mécanique ni l'improvisation logistique. Aucun signal d'urgence n'a été émis, aucune demande d'autorisation n'a été reçue, aucune variation de trajectoire n'indique un appareil en difficulté. Le comportement des 11 soldats, disciplinés, en ordre, sans signe de confusion, ne correspond pas non plus à un scénario d'incident. Enfin, le délai d'intervention burkinabé confirme que la région se trouvait déjà en posture de vigilance, ce qui, combiné au timing des échanges Paris-Abuja, fragilise fortement la thèse de l'erreur isolée. La version accidentelle demeure possible en théorie, mais la version délibérée est celle qui cadre précisément avec tous les éléments observables. Ce point charnière apparaît lorsque les données opérationnelles quittent le cadre de l'interception pour s'inscrire dans une logique plus vaste. Dès que l'AES diffuse son avertissement, toute intrusion future sera traitée comme hostile. L'incident cesse d'être une anomalie et devient un signal stratégique d'ampleur régionale. Dans cette transformation, la lecture d'Ibrahim Traoré joue un rôle déterminant. Il inscrit l'événement dans une dynamique où chaque acteur extérieur doit désormais mesurer le coût réel d'une incursion dans l'espace sahélien. Le basculement se lie aussi dans la simultanéité des opérations nigérianes. Alors que l'affaire du C-130 mobilise les appareils diplomatiques, des frappes sont menées au Bénin avec une précision et une rapidité incompatibles avec une simple réaction improvisée. Deux théâtres se superposent, une même journée sature l'agenda militaire. Les analystes régionaux constatent que cette synchronisation crée une structure nouvelle. L'hypothèse d'un test isolé se dissout au profit d'un schéma opératoire. Ce moment médian révèle donc ce que les séquences précédentes laissaient entrevoir. L'incident n'est ni un accident ni un geste sans lendemain, mais un pivot autour duquel les rapports de force commencent à se réordonner. Pour les pays immédiatement frontaliers de l'AES, l'interception du C-130 crée un précédent militaire robuste. Si un appareil nigérian peut être forcé à se poser et si son équipage peut être détenu sans réaction immédiate, alors les marges de dissuasion régionales se déplacent vers le camp sahélien. Les capitales côtières, déjà inquiètes de l'extension potentielle du modèle AES, réévaluent leur propre vulnérabilité. La simultanéité avec l'opération menée au Bénin amplifie ce sentiment. Deux États côtiers constatent que le Nigeria peut projeter de la force alors qu'un autre acteur, l'AES, peut immobiliser cette projection. À l'intérieur du Nigeria, l'affaire agit comme un révélateur. Les débats publics se durcissent. Comment un État qui peine à garantir la sécurité de ses routes peut-il mener des opérations extérieures sur deux fronts la même journée? Les critiques s'étendent aux priorités militaires et à la dépendance perçue vis-à-vis de partenaires extérieurs. La détention de 11 soldats crée une pression émotionnelle. Famille en attente, opinion fragmentée, opposition plus audacieuse. L'épisode nourrit une interrogation rare, presque taboue. La politique sécuritaire répond-elle encore aux besoins internes ou suit-elle une logique imposée de l'extérieur? Au niveau diplomatique, dans la chaîne d'événements crée un champ de tension inédit. Les ambassades demandent des clarifications, mais chaque prise de parole officielle ouvre davantage de zones d'ombre. L'absence de plan de vol, l'absence d'autorisation et l'absence d'alerte rendent la défense nigériane difficile à soutenir. La France, impliquée par le timing de son échange avec Abuja, doit désormais gérer la perception qu'elle a participé, même indirectement, à une opération mal calibrée. L'AES, en publiant un message ferme, verrouille le récit et s'assure que l'interprétation dominante demeure celle d'une violation stratégique, pas d'un incident technique. Les implications logistiques et économiques sont tout aussi tangibles. Les routes aériennes deviennent des zones de friction potentielles. Les corridors terrestres reliant le Sahel aux côtes pourraient être redéfinis si les tensions persistent. La possibilité, évoquée par plusieurs analystes, de représailles économiques ou de restrictions de transit fait peser une menace sur les chaînes d'approvisionnement régionales. Chaque gouvernement doit maintenant évaluer comment préserver ces flux sans apparaître ni vulnérable ni aligné de force sur l'un ou l'autre camp. Dans cet ensemble dense, une constante demeure:
L'interception a déplacé le centre de gravité politique. Ce qui semblait un incident devient une matrice d'effets durables, visible dans les rues, dans les chancelleries et dans les simulations stratégiques des états-majors. Dans ce scénario, la détention des 11 soldats nigérians se conclut par une négociation longue, parfois tendue, mais sans dérapage militaire. Abuja cherche une sortie qui préserve la face, tandis que l'AES maintient sa ligne ferme mais évite l'escalade. Les tensions persistent, les frontières restent sous surveillance renforcée et les capitales réévaluent discrètement leur partenariat. Les opérations extérieures du Nigeria se poursuivent, mais avec davantage de prudence. Cette trajectoire conserve les équilibres actuels sans les stabiliser vraiment. Ici, la pression intérieure nigériane devient un facteur décisif. Les critiques sur les priorités militaires gagnent du terrain, réduisant la marge de manœuvre stratégique du gouvernement. Abuja adopte alors une posture plus conciliante, cherchant à désamorcer les tensions régionales. Une libération graduelle des soldats détenus pourrait accompagner un engagement de transparence sur les vols militaires. Le climat reste fragile, mais la logique de confrontation directe s'atténue. Les capitales voisines s'en servent pour restaurer partiellement la coopération sécuritaire. Ce scénario repose sur une seule variable, une réaction précipitée perçue comme hostile par l'AES, une tentative de récupération forcée, un survol non autorisé supplémentaire ou une frappe mal interprétée au Bénin pourrait déclencher une réponse immédiate. L'AES appliquerait alors son avertissement, neutralisation d'un appareil. Les conséquences seraient majeures, tensions régionales, perturbation des corridors vitaux, pression diplomatique accrue sur Abuja. La région bascule alors dans une spirale difficile à contenir. Dans les trois cas, une règle de lecture demeure utile. Évaluer chaque mouvement selon son coût, son timing et sa cohérence avec les signaux précédents. Cette discipline analytique permet de distinguer le geste accidentel du geste stratégique lorsqu'aucun acteur n'a intérêt à dévoiler explicitement ses intentions. Pour les citoyens, d'abord, l'événement agit comme un rappel brutal que la sécurité n'est jamais abstraite. Une seule intrusion, une seule réaction militaire et les prix de l'énergie, la fluidité des transports ou les échanges transfrontaliers peuvent se modifier du jour au lendemain. Les foyers, même éloignés du Burkina Faso, ressentent ces secousses dans leur vie quotidienne car la région constitue un nœud important dans les flux logistiques du continent. Pour les professionnels évoluant dans les secteurs de l'import-export, de la finance ou des chaînes d'approvisionnement, l'incident met en lumière la fragilité des corridors vitaux. La perspective d'une escalade, même limitée, suffit à modifier les assurances, les contrats de transport ou les délais de distribution. Comprendre les dynamiques du 7 décembre devient alors un outil de prévoyance autant qu'un enjeu analytique. Enfin, pour ceux qui suivent la politique du Sahel, l'affaire offre une grille de lecture rare. Elle montre comment une décision militaire s'articule avec des signaux diplomatiques, comment un État réagit lorsque ses frontières sont testées et comment un autre tente de préserver son image extérieure malgré ses vulnérabilités internes. Face à cette complexité, un simple exercice peut aider. Observer chaque nouvel événement non comme un fait isolé, mais comme un nœud dans une chaîne qui se resserre ou se relâche selon les acteurs. Les autorités aéronautiques du Nigeria et de l'AES sont alors invitées à procéder ensemble à un échange contrôlé des journaux de vol, des relevés radars et des protocoles de communication, le tout dans un délai restreint afin d'éviter que le récit ne s'enlise. La cohérence des données transmises et l'absence de contradictions majeures constituent ici le principal critère d'évaluation. Les états-majors du Sahel et des pays voisins sont conviés à instaurer un canal d'alerte préautorisé pour tout vol militaire approchant les frontières. Ce mécanisme doit être activé sans délai, avec pour objectif concret de réduire les intrusions et les survols opaques. Les ministères des Affaires étrangères concernés sont amenés à définir ensemble un protocole permettant la restitution progressive des soldats détenus une fois les éléments techniques du vol validés. L'enjeu est de maintenir un équilibre entre fermeté et désescalade diplomatique. Des observateurs régionaux agréés sont appelés à superviser de manière neutre l'application des engagements afin d'éviter l'apparition de récits divergents.
L'absence d'incidents répétés sur la période de référence sert alors de repère principal. Les porte-paroles officiels sont encouragés à modérer leurs déclarations publiques, en particulier celles susceptibles de rigidifier les positions. Cette retenue vise à réduire la volatilité diplomatique et à préserver un espace de dialogue. Ainsi, une sortie ordonnée devient envisageable sans dilution des priorités sécuritaires de l'AES ni des exigences de transparence imposées au Nigeria. Ibrahim Traoré, en inscrivant l'incident dans une logique de souveraineté assumée, a réintroduit une dimension souvent occultée, celle des communautés qui vivent les conséquences immédiates des choix stratégiques. Pour elle, le 7 décembre n'est pas une abstraction, mais un point de fracture dont l'écho résonne encore dans les conversations et les anticipations quotidiennes. Et si une synthèse devait rester, la voilà, chaque signal compte toujours. Cette phrase condense ce que l'épisode révèle, l'importance d'observer les gestes, les silences et les cadences, car ce sont eux qui façonnent le terrain sur lequel se décident ensuite les équilibres régionaux. Cette dynamique invite à une participation plus large, non pas une prise de position brutale, mais un effort de compréhension partagée. Comment percevez-vous l'évolution de la région ? Quels éléments retiennent votre attention ? Quelle trajectoire vous semble la plus plausible parmi celles envisagées ? Le débat reste ouvert pour une raison simple. Chaque voix contribue à éclairer un espace où les récits s'affrontent et où la clarté demeure précieuse. Si vous souhaitez approfondir, analyser ou comparer, votre regard est bienvenu.